Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la motion d'orientation. Alors, je sais que ce n'est pas le moment le plus agréable à 14h30. Ah, le micro est là, je vais le monter un petit peu. Ce n'est pas le moment le plus agréable à 14h30 en pleine digestion, la motion d'orientation et les 4 années de combat politique qu'on aura à mener, mais je vais essayer de vous intéresser. Donc, la motion d'orientation que j'ai l'honneur de vous présenter dans l'heure qui vient, soyez rassurés, je ne parlerai pas tout seul, j'aurai plein d'intervenants avec moi. Chacun et chaque expert dans son domaine dira quelques mots. Elle s'inscrit en fait dans la continuité de la motion qu'on avait pu faire à Vichy. Et parce qu'à Vichy, tout simplement, nos anticipations concernant tout ce qui était la montée en puissance, et on en a parlé ce matin et hier aussi, des défis qui étaient liés à la transition numérique, à la transition énergétique, la transformation du travail et de son statut, ou encore de l'avenir de la protection sociale, elles ont toutes été validées, ces orientations qu'on avait prises à Vichy, voire plutôt rattrapées par la réalité. Dès lors, il paraîtrait absurde de tourner le dos à toutes ces anticipations qu'on avait pu faire à Vichy. Alors, parce que nous avions une pleine conscience de ce que le nouveau contrat social que nous appelions de nos voeux à Vichy ne se réaliserait pas sans difficulté, et en un temps aussi bref, les 4 années qui viennent de s'écouler, nous savions aussi qu'il faudrait persévérer dans notre vision et dans notre projet. C'est pourquoi ce projet de motion pour les 4 années qui viennent est une invitation avant tout à persévérer. Alors pour ce faire, cette motion décline un ensemble de propositions qui visent soit à parfaire les dynamiques en cours quand elles vont dans le bon sens, on en parlera tout à l'heure, mais par exemple le RSE, c'est quelque chose qui va déjà dans le bon sens et qu'il faut accentuer, ou à les corriger quand elles s'écartent de la vision de la CFTC. Et on va voir tout de suite d'ailleurs qu'il y a quelques visions qu'on a vues à Vichy sur lesquelles le chemin que ça prend aujourd'hui n'est pas le chemin que souhaite en tout cas la CFTC. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et afin qu'on comprenne bien l'esprit de cette motion, je veux donner juste quelques exemples de domaines ou de propositions dont je viens de parler ou d'actions justement qui appellent des correctifs. Premier exemple, et donc tout d'abord la transition écologique, et plus globalement d'ailleurs la crise environnementale. Alors en tant que travailleurs, en tant que syndicalistes, en tant que citoyens, nous sommes tous responsables de ce dérèglement, parce que nous sommes tous à la fois responsables de ce dérèglement, et nous en sommes à la fois, tous la solution aussi. Alors pourquoi ? Parce que les modes de production et de consommation produisent l'essentiel du réchauffement climatique. La CFTC, elle n'a pas pu empêcher, mais d'ailleurs pas plus que les autres, on n'a pas à rougir, cette ligne de fracture qui a été d'ailleurs révélée par la crise des Gilets jaunes il y a quelque temps, entre l'enjeu écologique, l'enjeu social et l'enjeu économique. Si on prend l'exemple de la taxe carbone, ça résume à elle toute seule la dérive qu'on devra corriger. La CFTC, par exemple, n'était pas opposée à la mise en place de la taxe carbone. Elle l'a même défendue. Mais le produit de cette taxe, elle devait principalement financer les investissements qui étaient nécessaires à la transition énergétique et à l'émergence de nouveaux métiers, ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers verts. Au final, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au final, c'est au remboursement de la dette publique que cette taxe a été affectée. Et donc, on voit bien que par ses propositions et par son action, la CFTC, justement, devra contribuer à réconcilier écologie et justice sociale aux yeux de nos concitoyens. C'est terminé, il n'y a pas l'écologie et la justice sociale de deux côtés. C'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Donc, on doit pouvoir réconcilier les deux et arrêter de les opposer. Deuxième exemple de dérive que la motion d'orientation se propose de corriger, c'est la transition numérique. Si la transition numérique, elle peut amener le meilleur, et on en a parlé aussi un petit peu ce matin, elle peut amener le pire si on la laisse entre les mains seules des experts. Alors, le meilleur, ça pourrait être quoi de la transition numérique ? Le meilleur, c'est la réduction de la pénibilité, par exemple. La montée en compétences des travailleurs, quand le robot et l'intelligence artificielle deviennent des alliés et font bon ménage entre eux. Le pire, ou sinon le pire, peut-être en tout cas l'inacceptable pour la CFTC, c'est quand l'ubérisation du travail, et encore une fois on avait Jean-Daniel ce matin, on l'aura encore tout à l'heure,
qui nous en a parlé, sous couvert simplement de modernité, ça nous renvoie dans le temps avec un travail qui est appauvri, porteur de nouveaux risques pour la santé, et surtout un travail qui ne génère pas de droits. Et on a encore vu aussi ce matin que l'une des demandes de ces personnes, au niveau de l'ubérisation, c'est d'avoir des droits. C'est ça en premier qu'ils demandent, parce qu'ils ont aujourd'hui des métiers sans droits et sans protection sociale souvent. Alors les corrections que la CFTC porte dans sa motion, elles devront contribuer à restituer à ce type de travail justement toute sa dignité, tous ses droits, pour que ce dernier il soit choisi et non plus subi, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. À travers ces améliorations et ces corrections dont je viens de parler, l'ambition de la CFTC, elle reste intacte. Rappelez-vous, c'est bâtir un nouveau contrat social qui, tout en garantissant l'habitabilité de notre planète, et peut-être que vous l'avez derrière moi, replace la personne humaine au centre de la vie économique et sociale. Un nouveau contrat social qui sécurise nos concitoyens en garantissant un système de protection le plus complet possible contre la réalisation des risques liés au parcours professionnel et personnel d'aujourd'hui. Ça reste inchangé et en tout cas, c'est ça qu'il faut bâtir pour nous. Alors soyons clairs d'entrée, c'est une motion d'orientation, ce n'est pas un rapport programme, donc toutes les thématiques ne sont pas abordées. D'ailleurs, le groupe prospective que j'ai l'honneur de présider avait comme mission, donnée par le Conseil confédéral, d'avoir une motion relativement courte, une 30aine de pages, même si vous, quand vous l'avez reçue, c'était un peu plus volumineux parce qu'il fallait que vous laissiez la place pour marquer vos annotations, mais assez court, assez simple à lire, on a essayé de le faire, même si cette motion part aussi dans des instances importantes et qu'il faut qu'elle soit quand même écrite d'une façon qui puisse plaire à nos différentes instances. Alors les thématiques et les propositions d'action qui sont sélectionnées servent juste à illustrer en fait, c'est un côté pédagogique, mais surtout à décliner d'un point de vue opérationnel notre vision d'ensemble, notre philosophie d'action en fait. D'où le titre qu'on a donné à cette motion, un contrat social en actes. Ces propositions, elles visent à impliquer tous les niveaux d'action, nos élus et militants de terrain, nos unions géographiques, évidemment, dans les territoires, nos fédérations, dans tout ce qui concerne les branches, nos réseaux d'administrateurs, par exemple, dans les caisses de protection sociale. Et je vois au premier rang mon ami. Et donc, bien évidemment, la Confédération pour le dialogue social national et interprofessionnel. Alors, par-delà leur diversité en termes de champs et de niveaux d'action, elles se nourrissent toutes de notre histoire et de nos valeurs. C'est quoi notre histoire? C'est quoi notre valeur? C'est la dignité de la personne, l'universalité des principes auxquels se réfère chacune de nos orientations, et Alain nous en a parlé ce matin, ou encore la priorité qui est donnée au dialogue. On nous a d'ailleurs dit que le mot constructif était si important ce matin, et Alain nous en a parlé aussi. Alors c'est comme moyen d'action pour donner vie, pour donner vie à quoi? Pour donner vie à nos principes. Alors quel que soit le contexte, et de ça depuis 100 ans d'ailleurs, ces principes, ils sont immuables. Mais il y a cependant un principe, une valeur que le contexte actuel nous a poussé à un peu plus développer et à reparler, c'est la valeur travail qui fait toute la première partie de notre motion. Alors la valeur travail, si nous avons justement souhaité introduire l'ensemble du texte et l'ensemble de cette motion par une première partie centrée sur la valeur travail, c'est parce que ce dernier, il apparaît comme une source de difficulté aujourd'hui, voire de souffrance parfois, pour bon nombre de nos concitoyens, tout en étant aussi la solution pour la plupart de ces difficultés. Et c'est là le paradoxe. J'ai déjà mentionné tout à l'heure les conséquences sur le travail des bouleversements en cours, transition énergétique, climatique, numérique. Je pourrais également évoquer les réflexions ces dernières années sur un revenu de base dont chacun bénéficierait dès la naissance pour les options les plus radicales, au seul motif qu'on existe. Entre parenthèses, la proposition un peu qu'avait durant les élections présidentielles Benoît Hamon, avec ce fameux revenu. Et si ces défenseurs de ce type de revenu, ils ont assez beau jeu d'ailleurs, de se draper des meilleures intentions, nous, la CFTC, on ne les suit pas sur ce terrain que l'on pense mauvais. Parce qu'on le perçoit comme une fatalité, comme un abandon face au bouleversement à l'œuvre. On dit en quelque sorte aux plus fragiles, si on fait ça, prends ton revenu,
rentre chez toi et puis on ne veut plus entendre parler de toi. Et ce n'est pas ça le modèle qu'on veut défendre. Pour la CFTC, s'il y a un revenu de base, il peut être que contributif. C'est notre philosophie, c'est-à-dire conditionné à l'engagement de chacun dans une des multiples formes d'activité qui produisent de la valeur au bénéfice de quelqu'un et qui est en attente ou dans le besoin. Alors oui, pour la CFTC, le travail, c'est une valeur en soi, parce qu'il produit beaucoup plus que sa seule valeur marchande au sens économique du terme. Il est le produit, c'est le résultat, c'est une valeur avant tout qui est sociale, le travail qui est sociétal, en ce qui relie les gens. Et on a tellement parlé du lien. Alors c'est principalement par le travail et par lui que nous faisons société, que nous développons un sentiment d'appartenance à un collectif plus vaste que la simple sphère familiale, amicale. Sans lui d'ailleurs, sans travail, il n'y a pas de vivre ensemble. À l'échelle de la personne, d'ailleurs, le travail, ça constitue le principal levier d'insertion et de réalisation de chacun par le collectif et pour le bien commun. Pour le bien commun, valeur chère à la CFTC. Vous l'aurez compris, je pense que le sens que je donne au mot travail, il est bien plus large que la simple signification contractuelle qu'on peut lui donner aujourd'hui. Il se situe bien évidemment dans nos entreprises, dans nos services publics, mais aussi en dehors. C'est pourquoi la CFTC, elle revendique de prendre en considération tous les temps de vie et pour chacun de ces temps, toutes les activités qui sont génératrices d'utilité, de richesse, de valeur, d'utilité sociale et sociétale. C'est par cette attention à tous les temps de vie d'ailleurs que la CFTC marque sa différence, sa préférence pour la personne. Et c'est parce que la personne est plus que l'individu, qui est d'ailleurs l'individu souvent enfermé sur lui-même, on a eu une explication ce matin qui était plus que remarquable, que nous voulons que cette personne elle s'épanouisse. Voilà. Et ça c'est très important, qu'elle s'épanouisse, quels que soient d'ailleurs ses mérites ou son rang. Donc vous avez compris, valeur travail, on prend en compte, on veut bien prendre en compte pour les revenus comme pour les droits, toute richesse, voilà, toute utilité sociale ou sociétale. Je me permets une petite parenthèse, je vais me faire engueuler sur le timing, mais vu qu'on est à Marseille, je ne peux pas m'en empêcher. Avoir un revenu pour regarder un match de l'OM en mangeant une pizza et en buvant une bière, c'est super sympa de regarder un match de l'OM en mangeant une pizza et en buvant une bière. Ça n'a pas forcément de grande utilité sociale. Donc ça ne mérite pas forcément un revenu. Enfin, en fait, j'ai pris un très mauvais exemple, parce qu'à titre personnel, je trouve que regarder un match de l'OM, ça a une très grande utilité sociale. Mais si on regardait un match du Paris Saint-Germain, par exemple, on est tous d'accord qu'il n'y a aucune utilité sociale. Bon, d'accord. Bon, passons. Bon, c'était pas un bon exemple, en fait, je le savais. Donc, on va revenir à l'épanouissement de la personne. Ça me paraît plus important. Mais enfin, vous avez compris ce qui était utilité sociale ou pas, en tout cas. Enfin, même si on n'est pas d'accord sur le club, voilà, ça c'était important. Alors, parlons un petit peu de l'épanouissement de la personne. Qu'il s'agisse de l'environnement physique ou matériel, d'ailleurs, du travail, de son organisation, de sa rémunération ou encore de ses perspectives, la CFTC elle veut agir sur les principaux leviers qui favorisent directement d'ailleurs ou indirectement l'épanouissement de la personne. On est à la CFTC, ce qui nous intéresse, c'est l'épanouissement de la personne. Alors n'ayant pas le temps, durant cette présentation, d'évoquer tous les leviers, parce qu'il y en aurait tellement à évoquer, on en a sélectionné 3 ou 4 qui nous paraissaient importants. L'idée, c'est justement, encore une fois, d'illustrer leur complémentarité et la nécessité justement d'agir simultanément sur chacun d'entre eux. Le premier de ces leviers, c'est bien évidemment la rémunération. Et pour en parler, je vais justement passer la parole à Annie Toudic, présidente du SNEC, qui va nous parler de ce levier qui est la rémunération. Annie, je t'en prie. Merci Cyril. Effectivement, la rémunération reste, bien évidemment, l'un des principaux éléments constitutifs de la dignité de la personne. Pas d'accomplissement, pas de reconnaissance ou d'intégration sociale possible
sans une rémunération juste. Depuis de nombreuses années, la CFTC milite pour un juste salaire. Mais c'est quoi un juste salaire? Un salaire est juste parce qu'il permet aux travailleurs de pourvoir aisément à ses besoins et à ceux de sa famille, mais également de se constituer une épargne. De ce point de vue, le niveau actuel du SMIC est loin de constituer un juste salaire. La CFTC peut comprendre qu'une hausse généralisée des salaires à l'échelle d'une entreprise entraîne de fait un renchérissement du coût du travail, une perte de compétitivité, avec les conséquences que l'on connaît pour l'emploi. Mais à masse salariale égale, rien n'interdit de répartir plus équitablement les richesses produites par l'ensemble des collaborateurs. C'est pourquoi la CFTC soutient le principe d'un encadrement des salaires, limitant les écarts entre plus gros et plus petits salaires. Pragmatique et réaliste, la CFTC propose de définir ces écarts en fonction de critères économiques et financiers, tels que la taille de l'entreprise, le chiffre d'affaires ou encore le secteur d'activité. Ce principe d'encadrement des salaires aurait entre autres avantages celui de redynamiser les négociations salariales. Ces dernières doivent s'attacher à mettre fin à une discrimination qui entrave, c'est le moins qu'on puisse dire, l'épanouissement de ces victimes. Alors que le taux d'emploi des femmes en France continue à augmenter jusqu'à se rapprocher de celui des hommes, elles perçoivent en équivalent temps plein 18,5% de moins que les hommes. Une des nombreuses causes de ces inégalités constitue aussi une piste de solution. En effet, les emplois à forte présence féminine ne reconnaissent pas ou trop peu certains types de compétences qu'on qualifie d'ailleurs souvent de qualités féminines, telles que l'empathie ou l'écoute. La CFTC revendiquera donc une réévaluation des classifications afin d'agir mécaniquement sur les niveaux de salaire pour des emplois à prédominance féminine. Et pour ce faire, elle fournira des outils aux négociateurs de branche et d'entreprise. Merci Annie. Alors justement, si un juste salaire, on vient de l'entendre, ça contribue indéniablement à l'épanouissement de la personne. Une rémunération indirecte, ou dit autrement, des mesures de pouvoir d'achat, peuvent produire le même résultat. Les crises sociales de ces derniers mois ont suffisamment montré d'ailleurs et démontré que le cercle vicieux de ce triptyque qui est emploi, transport, logement, l'allongement des déplacements, domicile-travail, qui est le résultat de situations familiales, sociales, économiques souvent compliquées. Les coûts de logement, quel problème le coût du logement, les risques de chômage. Donc c'est des situations en fait qui poussent à des mobilités qui sont souvent subies et non pas choisies. Et pour rendre le cercle vertueux de la mobilité choisie, la CFTC elle veut justement agir sur ce triptyque que je viens de dire, emploi, transport et logement. Et pour agir sur ce triptyque, et notamment sur le levier logement, qui nous paraissait aussi très très important, je passe la parole à Alain Kaufmann, notre chef de file sur les questions logement, afin qu'il nous éclaire sur ce sujet. À toi, Alain. Merci Cyril. Un salarié, quelle que soit sa situation, doit pouvoir disposer d'un logement adapté à ses besoins et à ceux de sa famille. Et je crois que là, il en va de sa dignité. Or, comme tu l'as dit,
logement, transport, emploi et par conséquence, la rémunération forme un système pas toujours, et on le voit bien, favorable aux salariés, loin s'en faut. Le premier problème est que l'emploi et le logement sont encore trop souvent traités séparément. Or, si vous n'avez pas de travail, vous n'aurez pas de logement. Et inversement, la même chose. À l'heure où les gens sont de plus en plus souvent amenés à changer d'emploi et de lieu de travail, il apparaît indispensable de se soucier de la mobilité géographique des salariés. On ne peut pas accepter que des salariés renoncent à des emplois faute de trouver un logement, ou que leurs conjoints ne puissent les suivre faute d'emploi. C'est encore malheureusement beaucoup trop souvent le cas. Il faut donc, et c'est notre première priorité, mieux accompagner les salariés quand ils doivent déménager en faisant systématiquement le lien entre l'emploi et le logement. Nous avons créé, avec les partenaires sociaux, Action Logement dans ce but, celui d'aider les salariés à se loger correctement. Et je peux vous dire que c'est difficile. Au niveau des entreprises, nous avons besoin de vous, là, tous comme nous sommes dans la salle, pour que la question du logement soit portée au niveau des ressources humaines et de la direction. Il faut sensibiliser à cette problématique pour qu'ils puissent ensuite informer les salariés sur les aides qui existent. Le deuxième problème est celui du coût des logements, fortement en hausse dans certaines zones. Marseille en est un exemple. Cela entraîne des difficultés de plus en plus grandes pour les salariés pour trouver un logement près de leur lieu de travail. C'est autant plus vrai que quand ils fondent une famille ou quand ils sont seuls pour tout payer, beaucoup doivent alors déménager en périphérie. Ce qui allonge le temps de trajet, domicile-travail et bien sûr réduit leur temps disponible pour leur famille. Sujet très important pour la CFTC. C'est cette mobilité subie que nous voulons éviter. Certes, des aides existent, mais elles ne touchent qu'une petite partie des salariés. C'est pourquoi nous demanderons que les services soient étendus à tous et que les aides au logement comme l'APL ne soient plus dévalorisées. Nous le ferons au niveau national, mais là aussi, je pense, à vous, à nous tous de le faire au niveau territorial et en particulier auprès de nos élus. Le troisième problème, enfin, et qui découle de cet éloignement entre le domicile et le lieu de travail, est celui du transport. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes ou encore plus récemment lors des grèves à la SNCF, la mobilité et son coût est une préoccupation majeure des Français. On ne peut pas parler d'emploi, de logement, sans parler d'accessibilité et de mode de transport. Face à ce constat, nous revendiquons une prise en charge d'une partie des frais de transport, là aussi pour tous les salariés, quel que soit le mode de transport utilisé ou la taille de l'entreprise. Nous appelons également à développer et à améliorer les transports collectifs, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Là aussi, nous comptons sur vous tous, pour défendre ces idées dans vos entreprises et vos territoires. Merci Alain. Donc en agissant, on a vu sur ces leviers tels que le transport ou le logement, nous agissons en fait en dehors des situations et des temps réels de travail, même si d'ailleurs Alain, comme tu l'as dit, les entreprises ont d'ailleurs une responsabilité vis-à-vis d'ailleurs de chacun de ces leviers. Alors nous allons maintenant voir notre levier avec Anne Chatin, présidente de la fédération Média Plus. On va se pencher sur les situations de travail en tant que telles et non plus en dehors ou en périphérie. Et c'est aussi donc et d'abord des situations effectives de travail que la personne elle peut s'épanouir ou pas. Et forcément, quand on pense à des situations effectives de travail, on pense forcément à la qualité de vie au travail, cette fameuse QVT, une notion qui est d'ailleurs encore un peu nouvelle et qui doit faire en tout cas encore ses preuves. Anne, si tu veux bien nous parler de la QVT, s'il te plaît. Oui, alors la difficulté de la qualité de vie au travail, c'est qu'elle est une notion complexe et mal comprise, à la fois par les travailleurs et par les employeurs. Et pourtant, elle englobe un grand nombre des aspects de la vie au travail,
Et ça va de l'organisation du travail à la conciliation des temps de vie. La QVT, telle qu'on l'entend aujourd'hui, elle a été créée par les partenaires sociaux dans le cadre de l'accord national interprofessionnel de 2013. Nous avons pour la première fois intégré dans ce texte le postulat selon lequel l'amélioration des conditions de travail permettrait d'améliorer la performance des entreprises. Quelle en est l'idée force ? C'est bien à la source, en donnant la capacité aux travailleurs de s'exprimer et d'agir directement sur leur travail et sur les projets de l'entreprise, que la qualité de vie au travail de nos concitoyens peut le mieux progresser. En signant cet accord en 2013, nous attendions que les acteurs de l'entreprise se saisissent de cette opportunité. Comme on peut malheureusement le constater, les résultats n'ont pas été forcément à la hauteur de nos espoirs. Quelques accords sont néanmoins apportés au crédit de la démarche. C'est pourquoi, l'année dernière, à l'occasion de la 15e semaine de la qualité de vie au travail, nous avons appelé l'ensemble des partenaires sociaux à réaliser un bilan de la négociation. Nous souhaitions en tirer les éléments pertinents et les bonnes pratiques. Les enseignements issus de ce bilan devraient constituer une base de travail pour la négociation d'un nouvel accord sur ce sujet. Certes, nous n'avons pas obtenu pleinement satisfaction à ce jour, mais nous allons continuer à mettre la pression sur nos partenaires pour les faire avancer sur ce sujet. Nous pouvons le faire et nous savons le faire. La CFTC a souvent été à la pointe des propositions en matière de QVT. J'évoquerai à titre d'exemple un accord récent signé à la Matmut. La CFTC a entre autres défendu et obtenu dans cet accord que l'erreur peut être source d'apprentissage et gain de performance pour l'entreprise. Avec cette reconnaissance du droit à l'erreur pour le salarié et pour une fois pas uniquement pour l'employeur, c'est un véritable changement de culture qui est ainsi formalisé. C'est pourtant difficile de copier-coller les accords. Il n'y a pas de solution clé en main concernant la mise en place d'une démarche QVT. Ce qui fonctionne dans une entreprise ne fait pas forcément florès dans une autre. Nos négociateurs dans les entreprises comme dans les branches ne doivent pas craindre de s'emparer de ce sujet. Et pas seulement en se focalisant sur les actions qui relèvent de l'amélioration du confort des travailleurs. Et ça vaut le coup d'aborder globalement le sujet de la QVT et de poser toutes les questions. Les négociations ont apporté des avancées sociales qui dépassent maintenant le cadre de l'entreprise, en apportant de nouvelles pratiques sur l'égalité professionnelle, sur l'articulation des temps de travail, sur le télétravail, la diversité, le handicap. On retrouve maintenant ces thèmes clairement abordés et mesurés dans les accords. Et nous nous réjouissons de ce progrès. Ce qui nous préoccupe plus en revanche, c'est le domaine de la santé au travail et des risques psychosociaux en particulier. Les accords QVT mentionnent assez peu la santé au travail. Et lorsqu'ils le font, ils prennent rarement en compte les questions de charge, de contenu et d'organisation du travail. Ils prennent encore moins en compte les relations, le lien de cause à effet entre ces questions et d'autres phénomènes qui traduisent le mal-être au travail. On ne sait pas encore, ou on ne veut pas encore, clairement traiter l'absentéisme et les tensions sociales. Nous travaillons à la CFTC à équiper nos délégués syndicaux et nos négociateurs de branche afin qu'ils s'emparent de toutes ces thématiques. Et comme tu le sais, Cyril, la CFTC est convaincue qu'épanouissement de la personne et amélioration des conditions de travail vont de pair. Elle doit donc œuvrer pour qu'elle s'impose dans l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique. Merci Anne. D'ailleurs, tu fais bien de citer les fonctions publiques, parce qu'il va de soi que dans tous les domaines là, que nous parcourons et dans toutes les revendications, et que c'est vrai qu'on parcourt ça un petit peu au pas de course, un petit peu rapidement, mais durant cette présentation, ça s'applique aussi forcément à la fonction publique, et évidemment dans le respect de leur spécificité et de leur cadre juridique, mais tout ce qu'on vient de dire s'applique évidemment aussi à la fonction publique, et merci de l'avoir dit. Alors qu'il s'agisse de ces dernières ou de l'entreprise, d'ailleurs, les efforts d'adaptation aux mutations en cours ne sauraient concerner que les seuls travailleurs ou encore leurs représentants. Si l'avenir du travail est en question, il en va de même d'ailleurs pour le statut de l'entreprise. La CFTC, elle attend des directions une implication active et positive dans les défis sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. On appelle cela d'ailleurs la RSE, et je donne la parole à Geoffroy de Vienne, qui est notre expert sur la question,
Et Geoffroy, d'ailleurs, est très actif dans le cadre, entre autres, de la plateforme RSE rattachée au Premier ministre. Geoffroy, tu as la parole. Voilà. Bon, merci Dès que Cyril. le micro est en place. Donc oui, je vais vous dire 2 mots de la RSE. J'ai 3 minutes, je vais développer 3 idées. D'abord la définition, responsabilité sociale de l'entreprise. Et cette responsabilité, elle découle de quoi? Elle découle d'un principe qui est que l'entreprise est un acteur politique. Ce sera ma première idée. Un acteur politique, on est le mot politique au sens noble du terme, c'est-à-dire l'organisation de la cité. Et j'en veux pour preuve que quand une entreprise ferme ou quand une entreprise ouvre, elle a évidemment un impact sur ses salariés, mais elle a un impact sur son territoire, elle a un impact sur les services publics, elle a sur les équipements, elle a un impact sur l'environnement. Quand il y a une usine qui brûle, c'est toute une région qui est concernée. Donc l'entreprise a une responsabilité politique. Et à partir de là, il faut qu'elle l'exerce de façon cohérente. Alors, une fois qu'on a posé ça, et pour nous, CFTC, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que vous l'avez entendu ce matin, le christianisme social pose ces principes-là depuis longtemps. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, c'est rentré, on en parle, et c'est même rentré dans les textes de loi, puisque nous avons eu, je dirais, un grand succès, entre guillemets, c'est la modification du Code civil sur la définition de l'entreprise. Donc, la CFTC a été très présente sur ce dossier. On a réussi à faire introduire dans le Code civil que l'entreprise n'est plus uniquement au service de ses actionnaires, mais que l'entreprise est au service de ses actionnaires, bien sûr, mais dans le respect de l'intérêt général. On a abouti à un texte pour les spécialistes qui sont dans la salle, qui est loin de ce qu'on avait ambitionné, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un pas qui est passé, il y a une étape qui est passée, la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de la société est actée. Évidemment, on s'est heurté à des gens qui nous disaient ma responsabilité, c'est les actionnaires et c'est à l'État de s'occuper du bien commun. Non, c'est pas uniquement à l'État de s'occuper de l'intérêt général. Ça, c'est la première victoire, entre guillemets. La deuxième, c'est un texte également qui a été voté, sur lequel on a mis 4 ans à le faire sortir et on a été très présents, c'est la loi sur le devoir de vigilance. Donc, vous vous souvenez tous du drame du Rana Plaza, cette usine du Bangladesh qui s'est effondrée et qui a fait 1000 morts, dans lequel on a retrouvé des étiquettes d'entreprises françaises qui étaient les donneurs d'ordre. Et quand on a été voir les entreprises en leur disant « mais ça vous concerne », elles ont répondu « oh ben non, nous, ce n'est pas notre problème, nous, ce sont des fournisseurs, donc, etc. » Donc on n'a dit plus jamais ça, et donc on a réussi à faire passer une loi qui aujourd'hui concerne les grandes entreprises et qui oblige les entreprises à être un petit peu concernées par ce qui se passe chez leurs sous-traitants. Donc c'est encore une loi qui a un champ d'action assez faible parce que c'est les grandes entreprises, donc on voudrait que ça s'étende évidemment à des entreprises plus larges, et on voudrait aussi que ça s'étende au niveau international parce qu'évidemment les grandes entreprises ont beau jeu de nous dire vous grevez ma compétitivité, donc je suis très réticente là-dessus. Enfin, cette loi a été votée, maintenant il faut se battre pour qu'elle soit appliquée. Donc ma deuxième idée, c'était de vous dire qu'il y a des textes qui se font, il y a des choses qui avancent, et peut-être la troisième idée, pour tenir dans mes 3 minutes, c'est que les représentants syndicaux que vous êtes, les représentants syndicaux que vous êtes, vous avez un rôle à jouer dans tout ça. Donc, CFTC, Confédération française des travailleurs chrétiens, je pourrais aussi dire Confédération française des travailleurs citoyens. Donc, vous avez un rôle à jouer. En tant que, évidemment, élus et représentants dans vos entreprises, vous avez en première ligne, si j'ose dire, les salariés, les problèmes de QVT, les problèmes de salaire, les problèmes d'horaire de travail, etc., bien sûr, mais vous n'avez pas que ça. Vous avez aussi l'idée de faire la promotion que l'entreprise a un rôle vis-à-vis de la société. Donc, que les salariés sont aussi des citoyens et qui donc ils peuvent aussi agir. Ils peuvent agir dans leur choix de consommation, et c'est tous les mouvements consumérisme dont vous avez entendu parler, et ils peuvent agir aussi dans leur choix d'investissement. Je terminerai par ça, pour vous dire ou vous rappeler que la CFTC fait partie d'un regroupement de syndicats qui s'appelle le CIES, Comité intersyndical de l'épargne salariale, où nous nous efforçons maintenant depuis 20 ans à essayer d'orienter les capitaux de l'épargne salariale vers des entreprises qui sont respectables. Donc nous sommes amenés à les noter, à porter des jugements, etc.,
sur le comportement des entreprises en matière sociale, sociétale, environnementale. Et donc, on essaye d'orienter les capitaux des salariés vers ces entreprises-là, versus retirer les capitaux des salariés de ces entreprises-là lorsque nous considérons qu'elles ne sont pas respectables. Voilà, pour 3 minutes. Merci beaucoup Geoffroy. Donc, vous voyez que la CFTC, elle n'a pas vocation d'ailleurs, ni la compétence pour élaborer seule un nouveau contrat social. Certaines des problématiques dont tu nous parles peuvent paraître d'ailleurs éloignées de nos cœurs de mission traditionnels. Et je pense d'ailleurs en premier lieu à tout ce qui touche de près ou de loin à l'écologie. Mais en fait, ce sont des réalités qui sont très complémentaires de nos domaines d'expertise et de nos revendications. L'enjeu de la transition énergétique pour nous autres syndicalistes CFTC, c'est l'avenir de l'emploi, c'est la transformation des métiers, ce sont les besoins en compétences et donc en formation qui en découlent. C'est aussi une affaire, bien évidemment, de pouvoir d'achat. On l'a bien vu avec l'affaire de la taxe carbone, dont j'ai parlé en introduction. Des choix qui sont difficiles et qui sont devant nous. Il nous faudra prendre d'ailleurs toutes nos responsabilités. Ce qui est certain, c'est que la CFTC, elle ne veut pas opposer fiche de paye, fin de mois et fin du monde, si j'allais à l'extrême. Elle ambitionne au contraire de réconcilier l'économie, l'écologie, le social. Et pour cela, elle devra penser et concrétiser avec ses partenaires les convergences qui font encore défaut aujourd'hui. Et ça m'en vient d'ailleurs un petit peu, et j'en parlerai, à parler du pacte de pouvoir de vivre. Cette recherche de convergence, elle nécessite un minimum d'organisation. Sans ce minimum d'organisation, c'est la tentation du repli qui nous guette. Et dans un monde qui est toujours plus ouvert, on en a suffisamment parlé durant ces 3 jours, où tout va plus vite, tout est relié à tout. Le repli sur soi, c'est l'asphyxie qui est assurée. Alors cette dynamique d'organisation, pour s'ouvrir, coopérer, c'est précisément celle du pacte du pouvoir de vivre. Constitué il y a maintenant un peu plus de 6 mois, il est né en fait d'une volonté partagée par 19 organisations. Et si la technique marche, vous devez les avoir à l'écran. Ça marche, c'est magnifique. Cette volonté en fait partagée, c'était de donner les moyens à nos militants de peser sur le grand débat national. Vous vous rappelez ce fameux grand débat national qui fait suite en fait à la crise des Gilets jaunes et auquel on a participé activement. Rapprocher au-delà de ce débat et d'ailleurs dans la durée, les questions sociales au sens large du terme et environnementales. Alors dans le cadre de ce grand débat national, en fait, chacune des 19 organisations, elles avaient produit leur propre argumentaire et la CFTC avait produit son propre argumentaire. Et vous vous rappelez d'ailleurs lors de ces grands débats qu'on vous proposait soit d'y participer à votre titre personnel, et vous étiez parfaitement légitime, soit pour ceux qui souhaitaient défendre les positions CFTC, on vous avait communiqué, vous vous rappelez, un petit livret avec les propositions et revendications CFTC pour ceux qui souhaitaient aller dans ces débats et défendre les positions CFTC. Donc les 66 propositions en fait, qui forment aujourd'hui le pacte, elles sont nées de la confrontation qu'on retrouve ainsi beaucoup de ces propositions. C'était vraiment la confrontation, la synthèse de ces différents argumentaires. Et la CFTC à l'intérieur, elle y retrouve beaucoup de ses propres propositions. Alors j'en citerai que deux pour exemple. Le premier, et vous l'avez à l'écran, c'est réévaluer les classifications pour revaloriser les métiers majoritairement occupés par des femmes. J'en ai parlé tout à l'heure. Et généraliser aussi les espaces d'expression des travailleurs pour intervenir sur la transformation de leur travail, tout ce qui est cadence, évolution des tâches, conditions de travail. Alors comme l'ensemble des signataires, évidemment, nous sommes à la CFTC solidaires de l'ensemble des 66 propositions, bien évidemment. C'est le principe du pacte. C'est d'autant plus facile d'ailleurs que nos ressemblances le sont beaucoup plus fortes et plus essentielles que nos différences. Alors on a travaillé avec 2 autres organisations syndicales, l'UNSA et la CFDT. Nous avons évidemment aussi travaillé avec des nombreuses associations, des ONG, avec lesquelles nous partageons l'humanisme, la conviction d'ailleurs que l'homme ne doit pas être subordonné à l'économie, mais c'est bien l'inverse qui doit se faire. Et j'attire d'ailleurs votre attention sur le nombre
important d'organisation, d'inspiration chrétienne qui était au départ de ce pacte et que vous pouvez voir sur le tableau tout à l'heure. Alors ces 6 premiers mois, elles ont mis l'accent sur la communication. Ça a été une belle réussite parce que des 19 organisations, alors on n'est pas très loin de la Corse à Marseille, je dirais les 19 organisations canal historiques qui ont démarré le pacte, on est aujourd'hui à 50 signataires de ce pacte. Donc, vous voyez, de 19 à 50, 6 mois après. Vous les avez tous aussi à l'écran. Et je vous invite à la lecture de cette liste. Et donc à prendre conscience que maintenant à 50, prendre conscience du poids que nous avons, de ce que nous pesons ensemble en termes d'adhérents. Ces 50 associations, ONG ou syndicats, en termes d'adhérents, c'est assez colossal. Mais du coup, si c'est colossal en termes d'adhérents, c'est assez colossal en termes d'électeurs. Et donc, quand on parle maintenant sur certaines de nos propositions à 50, oui, c'est un poids. C'est un poids important aussi auprès du gouvernement. Et évidemment, tous ensemble, c'est un poids qu'on pèse et c'est encore un relais aussi qu'on peut avoir et qu'on doit avoir dans les différents territoires. Mais bon, après, la com, c'est bien, mais la com, c'est pas non plus une fin en soi. Et maintenant, c'est le temps de l'action qui est venu. Mais parce que l'action, c'est pas non plus la gesticulation, même si à Marseille, on gesticule beaucoup, chez nous, mais c'est pas tout à fait ça l'action. Il nous faut affiner, en fait, nos propositions pour les sujets, en fait, qui ne relèvent pas de notre cœur de métier, de notre cœur d'expertise. Et pour cela, on a l'obligation de nous rapprocher de certains de nos partenaires, tels que le CERAS, qui est le Centre de recherche et d'action sociale. Et par exemple, le CERAS est une association dont l'expertise et la recherche, en vue de l'action. La CFTC le coopère avec le CERAS depuis de très très nombreuses années d'ailleurs. Et nous avons souhaité donner la parole à Louise Roblin, qui est une chercheuse au CERAS, pour illustrer nos futures coopérations justement sur une thématique que je viens d'aborder et qui nous paraît essentielle aujourd'hui, à savoir la réconciliation entre l'écologie et le social. Louise, ne pouvant pas être parmi nous aujourd'hui, nous a fait le plaisir de nous enregistrer une petite vidéo pour nous dire quand même quelques mots et je vous propose de la regarder tout de suite. Les urgences sociales et environnementales se posent simultanément. Il ne faut pas les cloisonner, il faut les aborder d'un même élan. Il se trouve qu'en plus, à la suite des éthiques du Caire, si on met la vulnérabilité de l'humain au cœur de la morale et au cœur de la politique, on se rend compte immédiatement que ceux qui sont le plus vulnérables, à la fois socialement et économiquement, sont aussi ceux qui pâtissent le plus des transformations environnementales et ceux qui sont le plus exposés aux risques écologiques. Donc c'est important d'aborder la question sociale et la question environnementale en même temps. Il se trouve qu'en plus la question du travail dans la transition écologique appelle à vraiment un changement de paradigme social, environnemental, culturel, économique. Et on peut penser ce nouveau paradigme dans un espace sûr et juste pour l'humanité qui serait entre un plancher social, donc le respect des droits des travailleurs, de la dignité humaine, etc., et un plafond environnemental, qui sont toutes les limites de la planète à ne pas dépasser. Pour construire cet horizon futur, pour un travail souhaitable pour demain, on ne peut pas réfléchir seul, c'est des questions qu'il faut aborder ensemble. Il se trouve qu'avec la CFTC et le CERAS, on a l'habitude de travailler ensemble, on a fait ensemble des recherches-actions avec d'autres acteurs, à la fois de la société civile et du monde de l'université. Et en particulier, l'an dernier, nous avons monté un colloque international sur la question du travail dans la transition écologique pour présenter un manifeste écrit à plusieurs mains, plus de 30 associations, syndicats, ONG du monde entier, qui ont essayé de définir ensemble ce que pouvait être un travail décent et durable pour demain. C'est un travail qui est important pour définir ensemble l'horizon vers lequel nous voulons aller et le mettre en place concrètement. Et nous espérons beaucoup pouvoir continuer ce travail partenarial à l'avenir.
Alors merci, pardon. Oui, juste, pardon. On me signale qu'il reste 6 minutes pour voter. Ceux qui ne l'ont pas fait, il vous reste 6 minutes. Donc il reste 6 minutes pour voter. Vous avez le droit de vous absenter. Mais rapidement. Et que si vous votez bien. Sinon, vous pouvez rester là. C'est pas... Donc merci à Louise Roblin d'avoir bien voulu illustrer par ses propos une des modalités de nos coopérations actuelles et futures d'ailleurs. Hein. Coopérer, c'est important, c'est évidemment pas se renier, c'est s'ouvrir à l'autre, fort et fier de ce qu'on est. Ces coopérations, elles doivent nous permettre de pousser nos revendications, de leur donner une chance. Parce que si nous agissons seuls, mes amis, elles n'auront pas d'autre destin que de rester en l'état, en pure théorie. Alors nous resterons bien évidemment indépendants. Je rappelle pour exemple que la CFTC, d'ailleurs, n'a pas signé tous les communiqués de presse estampillés Pacte du pouvoir de vivre. Alors en parlant de presse, j'ajoute d'ailleurs qu'à travers ces partenariats, à l'échelle nationale comme locale, la CFTC doit aussi gagner en visibilité. J'ai beaucoup entendu parler de visibilité, avoir plus de visibilité à la CFTC. Mais, alors si je sais que vous attendrez beaucoup de vos futurs dirigeants dans le côté visibilité, le pacte, c'est aussi un bon moyen de se rendre plus visible du grand public, alors via la presse quotidienne, régionale, parce qu'on va notamment le faire vivre, ce pacte, au niveau des territoires, et j'en ai parlé, auprès des acteurs institutionnels, nationaux, locaux, tout ce qui est élu, tissu associatif. En ce sens, d'ailleurs, ces dynamiques de partenariat sont aussi des dynamiques de développement. N'oublions pas quand même une chose importante, et on a vu dans les chiffres que Bernard avait présentés d'ailleurs, la CFTC, elle a des bons résultats quand elle existe. Donc notre problématique, ce n'est pas de faire des bons résultats quand on existe. Notre problématique, c'est de s'implanter là où on n'existe pas. C'est ça notre problématique. Mais tous ces bénévoles, toutes les associations avec lesquelles on travaille, c'est aussi des salariés, et donc des électeurs dans les entreprises. Et donc travailler avec eux, se faire connaître auprès d'eux, c'est en plus de l'expertise qu'ils nous apportent, une solution aussi au développement et à faire des voix pour la CFTC. Alors bien évidemment, la Confédération, elle va accompagner nos UD, nos UR. Divers outils sont remis à leur disposition pour expliciter les 66 propositions. Il y aura aussi des déplacements en région de responsables confédéraux pour expliciter les 66 régions. Et j'irai moi-même d'ailleurs à Nancy le 3 décembre pour une réunion sur le pacte du mois de vivre, si d'ici là, mon avenir continue à me donner certaines responsabilités. Mais sinon, j'irai. Parce que si je suis mis dehors au conseil, je n'irai pas à Nancy, je suis désolé. Voilà. Localement, donc déjà je suis sûr que Nancy, c'est bon, c'est acquis, parce que sinon ils n'ont plus personne à la Réunion. Donc, voilà. Localement, la CFTC privilégiera d'ailleurs les thématiques qui lui sont les plus chères, ainsi que celles qui ont la plus grande résonance dans les territoires. Donc afin de prendre en compte justement les spécificités qui sont sociales, économiques, voire culturelles des territoires. Oui, nos territoires ont des spécificités sociales, culturelles, et il faut les prendre en compte. Et c'est pour ça que le pacte de pouvoir de vivre, en dehors des réflexions nationales, a besoin aussi de prendre toutes ces différences des territoires et de s'adapter aux territoires. Notre approche, d'ailleurs, elle consistera aussi à nous appuyer sur des réseaux locaux constitués par les militants de sections locales de certaines organisations signataires du pacte. Et je vais maintenant d'ailleurs donner la parole à Claire Hédon. Donc Claire Hédon est la présidente d'ATD Carmonde. Elle évoque un exemple concret de partenariat auquel nous pouvons nous joindre localement. Claire n'est non plus pas parmi nous, c'était compliqué, mais a voulu et a souhaité absolument aussi vous dire quelques mots. Et donc par vidéo, elle s'adresse à vous et on va la regarder ensemble dès à présent. Bonjour,
je suis désolée de ne pas pouvoir être physiquement à votre congrès, mais heureuse déjà de pouvoir échanger avec vous par la vidéo. Je voulais vous parler du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Le principe est très simple. Le chômage de longue durée coûte à l'État 43 milliards d'euros par an. C'est à peu près 18 000 euros par personne. Ce n'est évidemment pas ce que les personnes reçoivent. Il y a un tiers de minima sociaux, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisations et d'impôts, et un tiers de dépenses à plus long terme dans lequel il y a entre autres les questions de santé, d'éducation, mais aussi de délinquance. Donc ce projet, c'est de dire il y a de l'argent, puisque cet argent de fait l'État le dépense, il y a des travaux utiles à la société qui n'ont pas suffisamment de valeur marchande, mais qui permettraient d'aider la société. Et donc, il suffirait de réunir les deux. Une loi a été votée en 2016. Les entreprises à but d'emploi ont démarré il y a maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans. 11 entreprises à but d'emploi ont été créées dans 10 territoires qui ont été sélectionnés et ont embauché à peu près 800 personnes. Ces entreprises reçoivent donc de l'État ces 18 000 euros par poste et font des travaux, énormément de choses dans l'aide à la personne, accompagnement de personnes âgées chez le médecin, transport, des personnes qui n'auraient pas de quoi payer autrement ce genre d'action. Beaucoup de choses dans le domaine de la protection de l'environnement, protection des forêts, recyclage. Donc ce ne sont pas les travaux qui manquent. Et donc je vous l'ai dit, 800 personnes ont été embauchées. Les premiers résultats, c'est les personnes veulent travailler. On vit beaucoup mieux avec le SMIC que le RSA, elles le disent et donc elles ont voulu rejoindre ce projet quand elles sont sur le territoire. 2, ce ne sont pas les travaux qui manquent. On s'aperçoit qu'il y a plein de travail qui n'a pas suffisamment de valeur marchande, mais qui est un appui à la société, qui crée du lien social. Et on sait en ce moment à quel point c'est important. Donc on ne manque pas de travail. Et le dernier point, c'est que ça crée une cohésion de territoire assez extraordinaire. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a un comité local de pilotage qui est garant que cette entreprise à but d'emploi ne va pas prendre d'emploi dans le secteur marchand. Et dans ce comité, il y a les élus locaux, les syndicats, les artisans et les commerçants, les entreprises locales, je vous ai dit les syndicats, aussi les associations. Et donc, ce comité, finalement, est garant que ce projet fonctionne correctement. Ça crée du lien dans le territoire et on pense qu'on a absolument besoin de ça aujourd'hui. Et du coup, on a aussi besoin de vous, à plusieurs titres. D'abord, pour rejoindre le projet sur les territoires existants, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il y a déjà plusieurs membres de la CFTC qui y sont, mais aussi il y a des territoires émergents. Notre but maintenant, c'est qu'il y ait une seconde loi pour pouvoir étendre cette expérimentation. Il ne s'agit pas encore du tout de généraliser, il faut encore expérimenter et on voudrait l'étendre. Et là-dessus, on a besoin de vous comme soutien parce qu'on ne vous cache pas qu'on a quand même quelques attaques de rapports qui ne vont pas forcément toujours dans le bon sens, parce que notre projet, il dérange, parce que c'est un vrai projet de société et qui change la cohésion sur un territoire. Donc merci beaucoup à Claire Hédon pour cette invitation à nous associer à ce très beau projet dont la philosophie le correspond tellement d'ailleurs à nos valeurs. Je laisse à présent Éric Courpotin, notre chef de file national sur les questions d'emploi-chômage, nous en dire un peu plus sur cette expérimentation, le territoire zéro chômeur longue durée. Éric, à toi la parole. C'est bon. Merci Cyril. En effet, je ne peux qu'appuyer les propos qui ont été dits dans ce film. ATD Quart Monde est tout à fait dans les valeurs de la CFTC. Pour mémoire, ATD Quart Monde signifie agir tous pour la dignité. Et cette expérimentation s'inscrit entièrement dans cette logique pour retrouver cette dignité qui parfois est perdue. Personne n'est inemployable. Il y a du travail et être privé d'emploi représente une perte sèche financière pour la personne mais aussi pour la société. Il faut replacer la personne au cœur du tout monde du travail et donc de la société pour que ce travail retrouve ses vraies valeurs, telles que, Cyril, tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction. C'est justement parce que cette expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée se recoupe parfaitement avec nos valeurs que la CFTC s'est impliquée dans ce projet. Ce projet innove dans la manière d'aborder le problème du chômage de longue durée, car il part des personnes les plus éloignées du chômage. Il leur permet de répondre aux besoins de leur collectivité en occupant un CDI selon un temps partiel choisi, sans hiérarchie managériale. Personne n'est exclu dans ce projet. À titre d'illustration, 21% des volontaires sont porteurs d'handicap.
la GFIP a récemment signé une convention avec l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée et le fonds d'expérimentation. De plus, cela a été dit, ce projet réconcilie les acteurs locaux, habitants, élus, syndicats, organismes, associations, etc., qui parfois ne se connaissaient plus. Nous sommes partie prenante dans l'instance nationale, mais cela ne suffit pas. Nous devons nous investir au sein des comités de pilotage dans les 10 territoires choisis pour les expérimentations. Ces 10 territoires s'affichent à l'écran. Il est important pour la CFTC que nous soyons présents et actifs au sein de ces comités pour mieux coopérer avec les autres acteurs locaux, mais aussi pour défendre cette expérimentation afin que la centaine de territoires qui espèrent y participer en 2020 ne soient pas abandonnés. Déjà, nous impliquer localement nous permettra au niveau national de nous appuyer sur les résultats de ces dynamiques locales. Ainsi, nous aurons plus précisément plus de force pour revendiquer et obtenir auprès du gouvernement l'extension du projet. C'est aussi peser aux côtés de nos partenaires que l'on retrouve au sein du pacte de pouvoir de vivre pour contrer les menaces qui pèsent sur ce projet. L'idée du bien commun que nous défendons, inscrite dans ce pacte, trouve dans ce projet toute sa concrétisation. On le voit bien, c'est dans les territoires et sur le terrain que l'emploi se crée. Pour occuper ces emplois, il faut une mise en place d'une gestion territoriale des emplois et des compétences et un emploi des métiers liés à la transition et au recyclage. Il a fallu plus de 20 ans pour que ce combat pour la dignité sorte de l'ombre et soit mis sur le devant de la scène publique. Maintenant que la dignité a été redonnée à plus de 800 personnes, nous n'allons pas laisser la seule raison économique décider de leur sort. Les détracteurs actuels du projet, parce qu'il y en a, se basent encore une fois sur l'aspect économique. Moi je dis, il faut qu'ils retirent leurs œillères et qu'ils regardent aussi vers les valeurs sociales. Même si comptablement, la dépense engagée n'est pas totalement couverte par les gains retrouvés d'une remise au travail, cela n'a aucune commune mesure à un emploi retrouvé pour une vie active dans la collectivité et pour la société. J'en terminerai en vous citant un autre facteur de réussite important pour ce projet, ce sont les compétences. Des compétences qui doivent être reconnues, certifiées au niveau national grâce à la formation professionnelle continue. Mais je vais passer la parole à Maxime Dumont, chef de file de la formation continue, qui en parlera beaucoup mieux que moi. Merci. Merci Eric pour cette transition et à Cyril pour me donner la parole pour évoquer brièvement la formation professionnelle. La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel nous enjoint d'être innovants et à l'écoute de nos concitoyens dans le domaine de la formation tout au long de la vie. Rassurez-vous, je ne vais pas discourir sur la technicité de la formation professionnelle, le stand d'ailleurs que nous animons est là pour cela, donc je vous engage à y aller. Je développerai donc 3 points. Tout d'abord, l'insertion professionnelle choisie et durable. Pour que la formation initiale, donc celle des jeunes, puisse être efficace, il est indispensable que les branches professionnelles, donc non-fédérations, s'emparent de la thématique en s'impliquant à la fois dans les commissions professionnelles consultatives, les CPC, au niveau national, mais également dans les observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, qu'on appelle les OPMQ, déclinés régionalement, impliquant de fait les unions régionales. Car c'est dans ces instances paritaires que sont élaborés et construits les référentiels de branche, les titres professionnels et autres certificats de qualification qui appartiennent maintenant directement aux branches professionnelles. Ensuite, la maîtrise des savoirs de base et des connaissances. Dans un pays où l'école est obligatoire, l'école de Charlemagne et de Jules Ferry, nous estimons que les savoirs s'acquièrent en un premier lieu par le biais de l'éducation nationale. Or, avec près de 110 000 décrocheurs par an et 25 000 jeunes non scolarisés, force est de constater
que l'éducation nationale ne peut apporter toute seule toutes les réponses. C'est là que la plus-value des partenaires sociaux, tant décriée par l'État, fait montre de son efficacité. Après avoir tiré les enseignements du droit individuel à la formation, du DIF, nous avons créé le compte personnel de formation, le CPF, qui se décline en 2 niveaux. Le niveau individuel, à la main exclusif du salarié, j'ai bien dit exclusif et pas celle de votre patron, et le 2e niveau, qui est celui de la transition professionnelle en cas de reconversion professionnelle. Et l'application smartphone CPF, chère à notre président Philippe Louis, dont la mise en place est prévue le 1er décembre, viendra compléter cette offre. Pour autant, il reste encore du chemin à parcourir. Quid des personnes éloignées de la scolarité, en situation d'illettrisme ou en grande précarité? Là encore, les partenaires sociaux ont créé le socle de compétences et de connaissances professionnelles, CLEA, complété de CLEA numérique, afin de lutter contre l'électronisme. Ces certifications gérées par les partenaires sociaux au sein de l'association CertifPro donnent la possibilité d'obtenir le 1er niveau de base permettant d'accéder à des formations certifiantes et qualifiantes. Enfin, le 3e point, l'insertion dans le marché du travail et la sécurisation du parcours professionnel tout au long de la vie. Pour la CFTC, il n'y a pas d'un côté des salariés et de l'autre des demandeurs d'emploi. Nous ne parlons que d'actifs occupés ou en recherche d'emploi. Il est donc indispensable que la solidarité des uns serve à la construction de tous. Le plan d'investissement dans les compétences, le célèbre PIC, et le compte personnel de formation, doté d'un accompagnement renforcé par ses conseillers en évolution professionnelle, ces CEP, œuvrent dans ce sens. Mais une fois sur le marché de l'emploi, l'obsolescence rapide des connaissances et des compétences métiers oblige les employeurs à maintenir celles-ci à jour et de manière individuelle. C'est ce qu'on appelle l'adaptation et le maintien dans l'emploi. Et là, nos représentants syndicaux en entreprise sont à la manœuvre, notamment en négociant des accords sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC, tant au niveau des entreprises qu'à l'échelle des territoires. Bien évidemment, la Confédération met en place des outils permettant aux représentants syndicaux de s'approprier les thèmes complexes. Vous les retrouvez également dans le stand formation. Les mandatés FPC, la Commission confédérale FPC, les services techniques et son secrétaire confédéral en charge du dossier sont à la disposition du mouvement. La motion d'orientation que présente Cyril est sans équivoque sur la place donnée à la formation professionnelle tout au cours de ces 4 ans à venir. Cyril, merci, c'est à toi. Merci beaucoup Maxime. Tu l'as dit, c'est vraiment important car sur le marché du travail, l'absence ou la perte d'une qualification, c'est désormais clairement un risque social. La formation professionnelle, elle constitue en quelque sorte une assurance employabilité, venant compléter d'ailleurs l'assurance chômage. Eric, tu nous en as parlé. Elle fait partie aujourd'hui en fait de notre grand système de protection sociale. Alors venons-en justement à la protection sociale. On a bien compris, suite à l'état des lieux dressé mardi par Bernard, que ce système il demeure encore à parfaire aujourd'hui et qui doit être consolidé pour les risques dits classiques que sont la maladie, la famille ou encore la retraite, qui doit être complété par de nouveaux risques en fait qui sont nés de profonds changements démographiques ou sociétaux qui nous percutent directement. Alors pour en parler, j'appelle Pascal Coton, vice-président de la CFTC, à nous rejoindre sur la scène. Pascal, la parole est à toi. Merci Cyril, c'est toujours le dur exercice des hauts tabourets quand on n'est pas très grande. Oui Cyril, tu as raison. Si l'on regarde le chemin parcouru, nous pouvons dire que par petites touches, nous avons pu améliorer notre couverture sociale dans un contexte difficile avec une grosse pression sur les finances publiques.
Pour autant, ce n'est pas suffisant. Et la CFTC doit mettre à profit les 4 années à venir pour améliorer et parfois corriger les choses. J'utilise mon propos en commençant par un sujet qui nous concerne toutes et tous, bien celui de la santé tout simplement. Des efforts indéniables ont été accomplis ces dernières années par l'amélioration et la prise en charge des frais de santé, mais nous avons vu en parallèle l'offre de soins de proximité se dégrader. Dans certains territoires, l'accès à un médecin traitant devient de plus en plus difficile et les spécialistes ont totalement déserté ces territoires. Cette situation continue des reports de soins et peut obérer les chances de guérison. Donc, dans un contexte d'explosion de pathologies chroniques, on le sait tous, l'état de santé de la population peut vite devenir préoccupant. Est-ce tolérable lorsque l'on connaît en parallèle les incroyables innovations thérapeutiques et les effets du numérique pour rendre les soins plus efficients? La CFTC s'y refuse et estime que 2 aspects de notre santé, de notre système de santé, manquent à ce jour cruellement d'ambition: l'organisation de la prise en charge des soins et la prévention. Sur le premier point, notre modèle est fondé sur de grands hôpitaux et des médecins travaillant de manière isolée. Ce modèle est aujourd'hui à bout de souffle. Les médecins généralistes baissent en nombre, ils n'exercent plus dans les zones reculées. Or, les maladies chroniques demandent des prises en charge longues et ce, tout au long de la vie. C'est pourquoi la CFTC porte un projet ambitieux de construction de services de santé de proximité. Cela passe par différents leviers, parmi lesquels des investissements pour organiser et responsabiliser les médecins libéraux sur le territoire qu'ils couvrent. Il faut également aller vers davantage de partage de compétences entre médecins et infirmiers. La profession des infirmiers compte près de 520 000 membres en activité, pourtant ils sont encore cantonnés à la catégorie d'auxiliaires médicaux. Sur la prévention, nous estimons qu'elle occupe une place bien trop marginale. Elle se réduit à des épisodes de vaccination ou de dépistage, alors qu'elle devrait être au cœur de toutes les politiques publiques d'alimentation, de transport, de logement, d'environnement et d'aménagement du territoire. À cause de cela, nous parvenons à contrer efficacement les inégalités sociales de santé. Nous devons obtenir qu'une ligne budgétaire interministérielle spécifique à la prévention soit mise en place. J'en viens à notre politique familiale. Elle a clairement fait les frais de l'attention particulière portée aux dépenses. Hormis des mesures de simplification, ces dernières années ont surtout été marquées par des efforts d'économie demandés à la branche famille. La CFTC ne peut évidemment s'en satisfaire. Nous souhaitons porter l'idée selon laquelle le temps consacré à sa famille, enfant, ascendant, doit être valorisé parce qu'il est avant toute chose un investissement social. Pour ce faire, nous demanderons l'allongement et la possibilité de fractionner le congé de paternité. Nous demanderons également qu'il soit mis fin à l'obligation de partager le congé parental et que ce dernier soit mieux indemnisé, ce qui est la seule action positive qui puisse engendrer un recours plus important pour les pères. Lorsque l'on diminue le congé parental, ce sont les enfants qui sont punis en premier. Enfin, pour répondre à ce nouveau risque qui guette de plus en plus de personnes dans une société où l'on vit plus longtemps, mais en perdant parfois trop tôt son autonomie, nous demanderons que les aidants puissent bénéficier de droits en matière d'aménagement du temps de travail, qu'ils puissent accéder facilement à des congés adaptés, dignement indemnisés et flexibles. Ce dernier point est engagé, mais encore loin d'aboutir à un dispositif pleinement prometteur. Pour ces aidants, justement, il y a également quelque chose qui nous tient à cœur, nous CFTC, et cela doit se jouer sur le plan de la retraite, que je souhaite aborder pour conclure ce premier propos. La CFTC est partie prenante de la réforme visant à instaurer un régime universel pour l'ensemble des actifs. Lors des multiples réunions auxquelles la CFTC a pris part, elle a fait valoir l'ambition que nous souhaitons donner à cette réforme, un véritable projet de refondation de notre cohésion sociale nationale autour du risque vieillesse, en bâtissant un système universel plus équitable et plus simple pour nos concitoyens. Le dossier est aujourd'hui loin d'être clos,
Et même si plusieurs de nos attentes ont été retranscrites dans le rapport Delevoye, nous devrons veiller à ce que nos demandes soient fidèlement reprises lors de la phase de restitution de la concertation qui s'établira début 2020, puis lors du vote du texte qui devrait intervenir avant l'été 2020. Parmi les fondamentaux, il y a évidemment le principe d'un système géré en répartition. C'est le seul système qui assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité. C'est le seul système qui garantisse la solidarité entre les générations et au sein de chaque génération. Autre principe essentiel, celui de la conservation des droits acquis. Que la transition s'opère en 2025 ou plus tard, la CFTC veillera à ce que le nouveau régime ne me remette pas en cause les pensions actuellement versées ni les droits acquis avant cette instauration. Primordial également, la prise en compte des situations familiales, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure concernant la famille. Tout d'abord, la CFTC veillera à ce que le nouveau système continue de rétribuer les familles nombreuses, mais qu'il ouvre également des droits dès le premier enfant. Pour nous, il est important que soient compensés les effets de l'arrivée de tout enfant sur la carrière. À côté de ces droits dits familiaux, les droits dits de réversion, pour nous, la pension de réversion est un droit cotisé, puisque le conjoint décédé a contribué au régime. Contre des organisations qui sont prêtes à l'abandonner au profit d'un mécanisme complexe de partage des droits, la CFTC devra continuer de défendre la réversion, qui est un filet de sécurité crucial pour beaucoup de femmes. Autre point d'attention, je le mentionnais, la CFTC doit obtenir pour ceux de plus en plus nombreux qui font le choix d'accompagner leurs aînés ou leurs enfants en situation de dépendance, que cette activité à forte valeur sociale soit reconnue par le système de retraite en moyen de points donnés. Ne nous y trompons pas, les amis, le respect de ces quelques principes fondamentaux que j'ai rappelés, la possibilité de conquérir de nouveaux droits pour les familles et pour les aidants constituent des enjeux au moins aussi importants que la question de l'âge de départ à la retraite qui attire bien plus les projecteurs et les micros. Sur cette question, la CFTC continuera de demander au président de la République de tout simplement tenir sa promesse, à savoir ne pas toucher à l'âge légal de départ à la retraite de 62 ans. Voilà, Cyril, les quelques incontournables que je voulais te donner. Merci Pascal, merci beaucoup. Juste en complément de tes propos, je veux ajouter une précision justement concernant les actuels retraités. Comme tu l'as dit, la CFTC, elle veillera à ce que le nouveau régime ne remette pas en cause les pensions qui sont actuellement versées. Et ça, tu l'as dit, c'est très important. Mais pour ce faire, la CFTC elle continuera de privilégier l'indexation des pensions sur l'inflation. Et en revanche, la CFTC rejette le choix gouvernemental d'une indexation qui soit différenciée selon les niveaux de revenus. Parce que cette différenciation, elle produit des effets de seuil, en fait, qui pourraient s'avérer lourds de conséquences dans la mesure où il fragilise le principe même de contributivité qui nous est si cher et qui est au cœur de notre système d'ailleurs de retraite aujourd'hui. La CFTC, elle rappellera qu'à travers ce principe, c'est l'adhésion du plus grand nombre au système et donc sa pérennité qui est en jeu. On le voit bien, Pascal, ce chantier, il est considérable. Il ne doit pas devenir d'ailleurs une énième réforme des retraites au sens purement technique du terme. C'est une réforme qui est avant tout politique, mais politique au sens noble du terme, au sens où il s'agit d'adapter en fait notre système de retraite aux bouleversements qui sont déjà en cours et aux besoins qui vont émerger et s'amplifier dans le futur. À ce propos, Pascal, de notre système de retraite et plus généralement de notre protection sociale, ça devra aussi s'adapter au nouveau public, on en a déjà un petit peu parlé, constitué par les nouvelles formes d'emploi qui sont d'ailleurs générées par la modernité et ces nouvelles technologies. Et je pense notamment aux travailleurs de plateforme, si tu peux nous en parler. Oui, tu as raison, Cyril, il faut vraiment parler et sérieusement prendre le temps d'en parler. Pour ceux qui en douteraient encore, la CFTC est un syndicat résolument moderne, en ce qu'elle inscrit sa réflexion et son action dans l'époque en tenant compte de ses contraintes
comme de ses opportunités. Cela ne veut pas dire que nous acceptons tout de l'époque, mais nous savons faire la différence en ce sur quoi nous pouvons agir et ce sur quoi nous ne pouvons pas agir. C'est typiquement le cas de la révolution numérique et des nouveaux risques qu'elle fait peser sur les travailleurs. La CFTC n'a pas le pouvoir d'empêcher ni même de freiner cette révolution. En revanche, elle a le devoir de tout faire pour en limiter les excès et pour en tirer le meilleur parti pour nos concitoyens. D'ailleurs, Cyril, tu l'as dit dans ton introduction, j'ai relevé ta phrase. La CFTC valide bon nombre des aspects positifs de cette révolution, notamment quand il s'agit de faire reculer la pénibilité du travail ou encore de faire monter en compétence les travailleurs. Nous en bénéficions nous-mêmes dans nos pratiques militantes en utilisant les nouvelles technologies de mise en relation, l'application CFTC 4.0 que vous avez découvert, vous congressistes, depuis mardi. Et puis surtout, ces nouvelles technologies, et parmi elles les plateformes de mise en relation, créent du travail et donc de l'emploi. On le voit bien avec le développement de ce qu'on appelle les plateformes collaboratives de type Deliveroo ou Uber. J'ajoute, et bien évidemment, il ne faut pas y être insensible, que ces emplois bénéficient souvent à celles et à ceux qui peinent le plus à s'insérer dans le monde du travail que l'on appelle le monde classique. Nous nous garderons bien de juger les personnes qui font le choix de travailler pour ces plateformes. La CFTC a toujours été et demeure le syndicat du libre choix. Mais le choix est-il réellement libre que s'il est éclairé? Et c'est bien là tout le problème. Ces travailleurs collaboratifs ont-ils vraiment le choix? Font-ils ce choix en connaissance de cause? À quelle situation de travail parfois dramatique doivent-ils être confrontés pour découvrir, prendre conscience qu'ils sont très loin d'avoir les mêmes droits, les mêmes protections sociales qu'un autre salarié? Pour tenter de répondre à ces questions, je propose à Jean-Daniel Zamor de me rejoindre. Vous l'avez découvert pour certains ce matin, donc je rappelle que Jean-Daniel est président du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de Paris, et je voudrais avoir une petite discussion en public avec Jean-Daniel. Donc Jean-Daniel, on commence à bien se connaître tous les deux, et on ne va pas se mentir, les conditions réelles de travail d'un travailleur de plateforme ne sont pas une spécialité de la CFTC, ni d'aucun autre syndicat. Pour autant, nous nous sentons concernés à plusieurs titres. Les travailleurs de plateforme peuvent être des membres de nos familles, de nos amis, de nos voisins. Nous-mêmes, nous participons à ces plateformes indirectement puisque nous sommes clients pour certaines d'entre elles. Et en tant que clients, nous sommes nombreux à souhaiter que nos choix de consommation ne cautionnent pas des pratiques socialement régressives. Et en tant que syndicaliste au CFTC, et parce que nous avons à cœur de défendre tous les travailleurs, quel que soit leur statut, nous avons l'ambition de revendiquer et obtenir des droits nouveaux pour les personnes que vous représentez. La CFTC demande par exemple que soit rendue obligatoire pour les plateformes une cotisation finançant le risque accident du travail, maladie professionnelle, que vous n'avez pas actuellement. Dans le même temps, nous sommes soucieux de ne pas porter atteinte par les faits de nos revendications à l'équilibre financier des plateformes et des conséquences sur l'emploi qu'elles pourraient créer. Donc, Jean-Daniel, on le voit bien et ensemble on le partage, ce n'est pas simple. Et je sais que vous avez besoin de nous au CLAP, de l'expertise que vous avez pour affiner nos revendications et pourquoi pas les porter avec nous, ce qui serait une belle histoire à créer ensemble. Jean-Daniel, je te laisse nous expliquer. Alors, il faut savoir que être livreur à vélo, c'était vendu comme un métier de rêve. Et même moi-même, j'y ai cru d'ailleurs, où en fait on pouvait faire du vélo sur Paris, être assez bien payé et faire des commandes relativement courtes. J'ai vite compris que c'était un rêve, une image d'Épinal. En réalité, on n'avait pas tant de liberté que ça. On était totalement soumis aux plateformes, mais notamment, on avait une dépendance économique qui était forte. Et plus ils baissaient les tarifications, plus les gens étaient amenés à travailler de longues heures. Moi, j'ai beaucoup travaillé du coup avec Stuart, parce que j'ai arrêté avec Uber Eats, parce que il y avait beaucoup d'heures que j'ai fait à travailler où je n'ai gagné aucun euro. J'ai passé parfois 3-4 heures à travailler sans absolument rien gagner. Donc du coup, j'ai préféré aller vers Stuart, qui a été racheté par la Poste. Et j'avais un minimum horaire garanti avec Stuart, sauf que le lien de subordination était excessivement fort avec Stuart.
on nous imposait de ne pas refuser une commande qui faisait moins de 15 km et moins de 12 kg, ce qui est insupportable et qui ferait rendre malade n'importe quel médecin du travail, sauf que nous, on n'en a pas de médecin du travail en fait. Donc la Stuart pouvait se permettre de nous imposer ça, alors que la Poste est totalement au fait qu'ils ne peuvent pas imposer ça à leurs propres postiers, et ils savent pourquoi, mais comme nous, on n'a pas de statut protecteur à ce niveau-là, du coup, ils considèrent que notre dos est plus robuste que celui des postiers. Et le problème étant qu'on devient également tellement précaire, tellement peu cher qu'on devient une concurrence aussi pour les salariés eux-mêmes. La Poste nous a utilisés pendant un temps pour essayer de remplacer les chronopostes. On nous a même donné des vigies, parce qu'il y a des travailleurs qui n'avaient pas du tout le statut pour. On les a fait travailler de 6h à 13h. Finalement, ça s'est mal passé, ça n'a pas réussi, mais à terme, on sait que la Poste veut remplacer les postiers par des stewards. Donc, il faut absolument protéger ces travailleurs pour pouvoir protéger également le salariat. Pour ton témoignage, il est plus que saisissant et il fait mal au cœur, surtout lorsqu'on est syndicaliste. J'évoquais des pratiques socialement agressives, on y est malheureusement, tu en donnes la preuve. Donc les conditions que tu décris nous permettent de mieux saisir cette spirale infernale qui pousse un livreur à prendre toujours plus de risques pour sa santé, mais également pour les autres parfois, pour au final atteindre un niveau de rémunération qui ne lui permet pas de financer une protection sociale complémentaire, voire même ne lui permet pas de vivre dignement. Ce témoignage doit nous conforter, nous, CFTC, dans le projet de créer un fonds dédié aux travailleurs de plateforme. Ce fonds serait principalement destiné à financer leur protection sociale complémentaire. Je dis principalement parce que nous pourrons y rattacher d'autres droits, comme par exemple la formation professionnelle, puisqu'il n'en est pas. Pour nous, ce fonds doit être alimenté, financé par une cotisation prélevée sur le chiffre d'affaires des plateformes. Nous avons évoqué il y a peu la responsabilité sociale des entreprises. Rien ne peut justifier que ces plateformes échappent totalement à cette responsabilité. Alors, je voudrais te poser deux petites questions encore, Jean-Daniel, si tu le permets. Comment le CALAP accueille-t-il la proposition que nous vous faisons et quelles seraient pour toi les sources de financement du fonds, pour quelle utilisation et pour quel risque? Alors, nous, le CLAP, on est plutôt d'accord avec cette proposition. On pense qu'on doit responsabiliser les plateformes parce que, en fait, ce qui permet aux plateformes de nous faire prendre autant de risques, c'est qu'ils n'ont rien à perdre, en fait. On a eu un cas, par exemple, d'un livreur, je vais faire court, du CLAP qui a été accidenté parce que sa chaîne a lâché. Son ventre a été perforé par son guidon. Il a fini 1 ou 2 mois dans le coma et 6 mois sans pouvoir travailler et n'a pas touché un seul euro de Deliveroo. Et nous, on veut les responsabiliser pour qu'ils puissent comprendre que nos vies ont un coût et qu'elles sont importantes. Et ce qui les forcera du coup à devenir responsables et arrêter de permettre à des gens de travailler 15-20 heures par jour et les responsabiliser. Je crois que ce que vient de nous dire Jean-Daniel, c'est que aussi notre signature La Vie à défendre, elle prend tout son sens pour ces travailleurs. En tous les cas, merci pour ton engagement. Merci beaucoup Pascal, merci Jean-Daniel pour ce témoignage fort et cette invitation que vous nous avez faite à construire ensemble un bout de route justement. Pascal, tu nous as dit en quoi nous étions concernés par ces nouveaux publics et ces nouvelles problématiques. Je prolonge un peu ton raisonnement. Ces personnes qui sont employées dans des plateformes aujourd'hui, elles peuvent très bien dans 6 mois, 8 mois devenir des salariés. Et inversement, les salariés qui sont des adhérents déjà aujourd'hui, ils peuvent très bien, à un moment donné de leur carrière professionnelle, transiter par ces plateformes et quitter momentanément, en tout cas, le salariat. Donc les droits, les protections que nous construisons et qui leur sont rattachées, qui les couvrent, les protègent tout au long de leur parcours professionnel, c'est ça qu'on doit mettre en place. Il faut qu'on sécurise simplement leur transition. Et pour sécuriser leur transition, il faut rendre possible des mobilités qui sont, encore une fois, réellement choisies
et non pas subis. Nous sommes là au cœur de notre projet. La question se pose maintenant de la gestion de ces droits, de leur traçabilité d'ailleurs. Et pour en parler, je passe la parole à Christine Le Cerf, notre chef de file sur les questions, entre autres, de financement de la protection sociale. Christine. Merci Cyril. Merci. Pour l'assurer, cette nécessaire traçabilité des droits, eh bien, nous avons désormais un outil. Il est bien loin de nous satisfaire, mais au moins il est réel, et ça s'appelle le CPA, le compte personnel d'activité. Et ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir le faire évoluer. Aujourd'hui, il se résume à 3 choses. Un compte personnel de prévention, un compte d'engagement citoyen et un compte personnel de formation. Et ces 3 aspects, vous le voyez, ils sont liés au parcours professionnel, puisqu'au final, les points acquis peuvent être convertis, puis mobilisés à des fins de formation. Et nous disposons d'un compte axé sur l'activité, c'est bien, mais pour nous, la CFTC, ce n'est pas encore suffisant. Notre ambition va plus loin. Nous souhaitons que ce compte CPA soit le lieu où convergent toutes les informations relatives aux droits sociaux et qu'il intègre même, dans le futur, d'autres droits. Pour nous, pour le citoyen, pour l'assuré social, nous pensons qu'ils ont mieux à faire que devoir se déplacer partout, dans les organismes, dans les guichets, surfer sur les sites pour disposer des informations sur ces droits. Un portail numérique des droits sociaux existe bien, mais aujourd'hui peu de personnes le connaissent. Et ce portail, de notre sens, ne doit faire plus qu'un avec le CPA. C'est notre demande CFTC parce qu'il va vraiment rendre la vie plus simple. Le compte doit permettre plus de liberté sur l'usage des temps. Il peut devenir un parcours de vie dans son ensemble. Pour cette raison, la CFTC souhaite l'intégration dans le CPA d'un compte temps pour tous les salariés. On pourrait même imaginer y mettre notre épargne-temps, nos jours de congés payés, les RTT qui ne seraient pas pris, les récupérations d'heures supplémentaires. Et pourquoi pas imaginer qu'ils fassent l'objet d'un abondement par les entreprises. Ces droits stockés deviendraient complètement portables, transférables, en cas de changement de statut ou d'entreprise et répondraient à la question cruciale de la mobilité. Au-delà de l'outil, il y a le travail d'amélioration des droits tout au long du parcours et d'une amélioration des droits sans rupture, parce que ça, c'est important. Quels que soient nos statuts d'actifs, c'est le régime social universel d'activité, le RSUA, et l'aboutissement logique de l'universalisation des prestations. C'est un accès pour tous les actifs à une protection qui intègre chacun des risques sociaux. Avec ce principe qui nous est cher à la CFTC et que vous avez développé, selon lequel toute activité humaine doit générer du droit social. Attention, ces droits nécessitent d'être financés au préalable. Et l'autre versant de cette protection sociale universelle, c'est bien un financement tout aussi large. La cotisation qui pèse sur les seuls salaires ne peut suffire à l'heure d'aujourd'hui. Et il semble logique que l'assiette du financement soit élargie à d'autres assiettes. D'ores et déjà, nous constatons une part croissante de l'impôt dans les ressources de la sécurité sociale. Aussi, Cyril, je te retourne la question. Est-ce que c'est vraiment sans risque ? Non, Christine, c'est justement pas sans risque. Un financement qui est majoritairement issu de l'impôt, par définition, ça change la donne en ce qui concerne le pilotage de la protection sociale. Évidemment, ça peut d'ailleurs affaiblir les partenaires sociaux au profit du tout État. Même si, pour être parfaitement honnête aujourd'hui, quand on parle de paritarisme, dans beaucoup d'endroits, on est plus souvent déjà dans du tripartisme avec l'État que dans un véritable paritarisme. Il faut quand même un peu tout relativiser. Il peut aussi désengager d'ailleurs les entreprises. À terme, l'autonomie de la sphère sociale vis-à-vis du budget de l'État peut être remis en cause avec la garantie et l'affectation des ressources. Alors la CFTC, elle doit assumer que l'ouverture des droits à un plus grand nombre, une part plus importante, soit prise par l'État en échange dans le financement et dans le pilotage de la protection sociale. Mais par le soutien qu'elle apporte aux travailleurs et en consolidant
les droits actuels, en construisant des droits nouveaux, la CFTC le conserve une pleine légitimité pour justement gérer des organismes de protection sociale. Elle devra aussi continuer à défendre sa place dans la gouvernance, évidemment, de ces organismes. La vérité, c'est que notre pays, il a plus que jamais besoin des corps intermédiaires. Et compte tenu de nos spécificités, il a même plus que jamais besoin de la CFTC, de notre CFTC. Alors on va continuer à œuvrer pour faire reconnaître et renforcer même le dialogue social et ses acteurs à tous les niveaux, au niveau de l'entreprise, de la branche, au niveau national. Alors à l'échelle de l'entreprise, l'actualité encore un peu chaude du dialogue social, c'était l'installation des CSE. Les premières évaluations de cette installation du CSE tendent à montrer qu'il s'en empare peu. C'est une occasion un petit peu manquée d'ailleurs, mais qu'on peut encore saisir. Pour ce faire, il nous faudra identifier et activer d'ailleurs tous les leviers qui s'offrent à nous. Et c'est justement l'un de ces leviers que nous allons maintenant explorer en accueillant sur scène Pierre Jardon, qui est secrétaire confédéral en charge du dialogue social, et Benoît Fabre, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui, qui est président du MEDEF Loire. Et je vous demande d'accueillir ce dernier vraiment avec tout le respect qui lui est dû à un homme de terrain qui est très au fait des problématiques sociales et économiques et que nous abordons aujourd'hui. Et je crois qu'il est très proche aussi des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci beaucoup, Benoît. Merci Cyril. Alors, ça a été rappelé, concernant les CSE, à la CFTC, on n'était pas demandeur de la réforme. Je ne sais pas au niveau du MEDEF si vous en étiez demandeur, mais quand même, il y avait déjà la loi Rebsamen qui permettait de fusionner les IRP par accord. Force est de constater que les entreprises s'en sont pas saisies. Maintenant qu'on a dit ça, on n'était pas demandeur, deux options s'offraient à nous. Soit on subit la réforme, parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, la loi s'applique, soit on se l'approprie et on essaye d'en tirer le meilleur, après tout. Fidèle à elle-même, bien évidemment, c'est dans cette deuxième option que la CFTC a décidé de s'inscrire, et c'est pour ça qu'on a formé nos militants pour essayer de voir comment tirer le meilleur parti des ordonnances. Quand on y regarde bien, on avait là l'opportunité de repenser le dialogue social dans chaque entreprise. C'est ça, la subsidiarité chère à la CFTC, c'est permettre aux acteurs dans l'entreprise de s'organiser eux-mêmes pour mieux répondre aux besoins du terrain. Maintenant, on a un peu de recul et on s'aperçoit qu'il n'en est rien. J'ai même au niveau du comité des ordonnances, même chose, on s'aperçoit que finalement, on ne s'est pas vraiment saisi de toutes ces opportunités qui étaient permises par la mise en place des CSE. Rares sont les entreprises qui ont innové. Elles ont plutôt subi, au mieux, elles ont essayé de reproduire les anciennes IRP. Au pire, elles se sont bornées à reprendre strictement les dispositions supplétives. On voit que la plupart des CSE ont été mis en place sans accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réflexion stratégique entre les employeurs et les organisations syndicales sur la mise en place des CSE pour voir comment coller aux besoins et à la réalité de l'entreprise. Les résultats, on voit les premiers effets mécaniques de la loi en conséquence des textes. Une centralisation du dialogue social. Il y a quand même assez peu de CSE qui ont été mis en place dans les établissements. C'est des CSE centraux. Donc, une fragilisation du dialogue social de proximité. Même chose pour les CSCT. Les entreprises les ont mis en place là où c'était obligatoire, donc dans les entreprises de plus de 300 salariés. Il y en a peu qui les ont mis en place quand ce n'était pas obligatoire. Et les représentants de proximité, j'en parle pas, il n'y en a quasiment pas non plus. Alors, j'ai envie de me retourner vers vous. Déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation pour débattre sur ce sujet. Mais c'est quoi le constat que vous faites au MEDEF sur la mise en place des CSE? Est-ce que vous avez un autre regard sur cette mise en place, Monsieur Fabre? Bien, d'abord, avant de répondre sur le CSE, permettez-moi en quelques secondes de vous remercier de l'invitation, parce que lorsque j'ai discuté avec M. Bonne, Richard Bonne, qui m'a invité, je lui ai demandé de me passer le programme de votre convention.
Et lorsque j'ai vu le programme de la Convention, j'ai dû mettre à peu près 30 secondes pour prendre ma décision en me disant, face au message d'espérance que vous portez par le programme qui est exposé, je vais venir pour d'abord mieux vous connaître et pour parler un petit peu avec vous. Venir pourquoi? Parce que je pense qu'à travers le CSE, mais tous les sujets que vous avez exposés, nous avons entre MEDEF et organisations syndicales, dont vous spécialement, avec les messages que vous portez, un certain nombre d'enjeux communs qui sont effectivement de se dire le paritarisme est à l'heure actuelle en fort danger. Et que finalement, la question qui se pose à nous ensemble, c'est comment voulons-nous, vis-à-vis des politiques, porter un message d'une économie porteuse d'espérance et d'avenir, à la fois pour notre système social et pour tous les salariés qui y sont dedans. Le deuxième aspect qui m'a sauté aux yeux, c'est que je sens, et j'ose le dire, je me sens bien avec vous à travers les valeurs que vous portez, qui sont des valeurs communes de celles que j'essaye de porter dans mon MEDEF en tant que patron chrétien. Des collaborateurs et de l'humain au cœur du dispositif économique, mais des collaborateurs debout et acteurs de leur avenir. Ce n'est pas si simple de le faire, c'est beaucoup plus simple de le décréter. Parce qu'on a aussi habitué les collaborateurs pendant longtemps à ce qu'on leur porte tout, sans fondamentalement à ce qu'ils deviennent acteurs de leur futur. Et là, on a un vrai enjeu. Respect des interlocuteurs, confiance dans les compétences, message d'espérance et valeur travail. Dans tout ce que vous avez dit depuis que je suis arrivé, je retrouve ces thèmes et je me dis que nous construisons aujourd'hui peut-être un peu premier pas à travers cette démarche CSE que nous allons expliquer. Deux choses très importantes, parce qu'il y a 20 ans, le président de la République disait en France la planète est en train de brûler. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de la planète qui brûle, en France, notre démocratie est en train de brûler. Et qu'il y a un fort besoin de la réinventer. Alors vous posez une question, le MEDEF était-il demandeur du CSE? Le MEDEF est demandeur de simplification en matière générale de la législation française, puisque nul n'est censé ignorer la loi en France, mais même les juges eux-mêmes ne la connaissent pas, puisque pour bien connaître la loi, il faut étudier la jurisprudence, et que la jurisprudence changeant tous les jours, c'est un vrai métier que de connaître la loi. Or, nous avons autre chose à faire que de passer notre vie à connaître la loi. Nous devons développer l'économie, développer les richesses pour maintenir un pays dans lequel il y a un vrai équilibre entre économie, homme, système social, et de s'assurer qu'on ne laisse pas tout le temps les plus petits, les plus faibles au banc de la société. Donc, chaque fois qu'on peut simplifier, c'est bien. Mais le monde de l'entreprise n'est pas un monde homogène. Il y a au moins 3 grands morceaux fort différents. Les moins de 11 salariés, où là, le patron est tout seul avec ses salariés comme il peut. Les entre 11 et 49, où nous étions avec les DP, nous sommes maintenant avec un CSE que nous devons installer. Et puis ceux des plus de 50, où là, il y a eu simplification de l'organisation. Ça peut être vu de la part des organisations syndicales comme un recul parce qu'il y a moins d'instances. Je pense que c'est une vraie opportunité parce que l'enjeu qu'il y a, ce n'est pas qu'il y ait du nombre dans les instances. L'enjeu qu'il y a, c'est que les instances soient désormais capables de porter plus d'intelligence sur le système. Et c'est ça que nous voulons développer. Chacun à sa place, mais en coopération. Les patrons aux manettes dans les sociétés de moins de 50 salariés, puisque c'est comme ça que ça se passe avec leurs élus du CSE, et dans celles au-dessus de 50, une collaboration avec les représentants du personnel et aussi un certain nombre de patrons, de façon à ce que les thématiques que nous allons discuter, on puisse en tirer un certain nombre d'idées. C'est que par là que nous serons capables, et vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai bien entendu ce qu'a dit un monsieur qui parlait par là, l'économie a un rôle politique au sens noble à jouer. Si nous voulons jouer un sens politique au sens noble, il faut que nous devenions porteurs d'idées de futur et d'espérance, et non pas seulement à regarder ce qui se passait dans le passé et à pleurer. Le passé ne reviendra plus. N'oublions pas que les 30 Glorieuses, c'est un tiers de la planète qui est sous régime communiste. Et je ne crois pas que ni vous ni moi, dans les valeurs chrétiennes, souhaitons un retour à un régime communiste. Merci beaucoup. Alors justement, l'idée, c'est quand même de se tourner vers l'avenir. On le voit sur la mise en place des CSE. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'était un ballon d'essai manqué. Mais ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard pour bien faire. Alors justement, à ce sujet-là, M. Fabre,
la CFTC, avec vous-même, dans le cadre pour le MEDEF, on est en train de mener une démarche commune, justement pour essayer de mettre en place les CSE, mais les mettre en place bien. Et ça, dans le cadre de l'Odyssée. Donc, à l'Odyssée, vous voyez l'organisation, je crois, à l'écran. Il y a une ONG reconnue d'intérêt général, les Amis de l'Odyssée, qui sont les Amis du dialogue social. Alors, forcément, les Amis du dialogue social, à la CFTC, c'est obligé qu'on en fasse partie, les Amis de l'Odyssée. Alors, Monsieur Fabre, vous en faites partie, je crois, de cette organisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette démarche commune que nous avons, justement pour essayer, demain, d'avoir des CSE qui répondent à ces objectifs en termes de renforcement du dialogue social? Oui, la démarche Odyssée est une démarche qui a été analysée par le MEDEF il y a maintenant, moi ça fait plus de 3 ans que j'y travaille, avec d'ailleurs le président du MEDEF, PACA, qui est pas là, mais qui est un convaincu de la démarche. Nous avions travaillé à l'époque avec Pierre Gattaz qui disait les patrons, il va falloir quand même dans les années à venir qu'on s'occupe d'un certain nombre de sujets que l'État est totalement en train de délaisser. Et si on ne s'occupe pas de ces sujets-là, en fait, on a un gros risque, c'est que la société parte de travers. Donc apprêtez-vous à vous saisir d'un certain nombre de sujets qui sont fondamentaux pour que le développement économique reste possible et soit le plus harmonieux possible. Je ne dis pas qu'il l'est aujourd'hui, je dis qu'il reste évidemment à construire et à peaufiner, et c'est bien le travail que nous devons faire ensemble. Cette démarche Odyssée, c'est quoi? D'abord, symboliquement, repositionnons-la bien. Elle est positionnée, et c'est pour moi très important, au cœur de l'Assemblée nationale. Dans le programme qui a été proposé, il est proposé à un certain nombre de députés avec les ONG, les acteurs du monde économique, qu'ils soient du côté syndical salarié ou du côté syndical patronal, et en se disant, une fois que nous aurons réussi à établir un certain nombre de dialogues, alors sur certains thèmes, nous pourrons aussi établir le dialogue directement vers un certain nombre de citoyens. L'idée nous a séduits, pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui comment se comporte le gouvernement que nous avons en face, il marque quand même une certaine rupture avec les habitudes des politiques que nous avions, dans une démarche qui est parfois excessivement brutale et dont nous pouvons quand même fortement être surpris de qui on écoute. On écoute ceux qui râlent, on écoute ceux qui sont violents, on écoute ceux qui fondamentalement prennent pas forcément beaucoup de responsabilités mais donnent beaucoup de leçons, et on n'écoute surtout pas ceux qui travaillent. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, en fait, arrêtons de négliger le potentiel que nous avons. Parce qu'en fait, quand on écoute le discours des médias, les grands vilains, c'est ceux qui font. Et les grands gentils, c'est ceux qui ne font pas. Bon. Donc arrêtons de négliger le potentiel que nous sommes et regardons un peu la cartographie de la population. Il y a quand même 25 millions de gens qui travaillent en France. Et les 25 millions de gens qui travaillent, on ne leur demande jamais leur avis. Donc si nous étions capables de nous organiser au cœur de l'Assemblée nationale pour, selon un certain nombre de thèmes, interviewer ceux qui travaillent, mais surtout être capables de consolider ceux qui pensent, alors nous pourrions ensemble être capables de mettre sur la table des propositions qui ont une vraie légitimité démocratique. L'enjeu de ça, et la difficulté de ça, c'est de se dire comment organiser les thèmes. Et là, le gouvernement nous a fait un cadeau, ça s'appelle le CSE. Parce que si nous arrivons à organiser les thèmes ensemble, et que nous nous disions que sur un certain nombre de thèmes, nous arrivions à nous mettre d'accord sur les questions à poser à nos salariés, et qu'en fait, nous nous répartissons bien le travail en disant les moins de 50, c'est le boulot des patrons. Les plus de 50, il y a un boulot commun des patrons à faire avec les différentes instances de représentation du personnel à travers des questionnaires que nous avons travaillés ensemble au sein de l'Assemblée nationale. Alors nous pouvons, d'ici quelques mois, espérer avoir une vraie légitimité et une vraie représentation citoyenne et démocratique des propositions que nous pourrons poser au cœur du système. Nous voulons transformer cette obligation du CSE en une vraie opportunité en organisant ces débats-là. Merci beaucoup à vous deux pour cet échange.
Vraiment un échange qui prouve que pour dialoguer, que pour construire, il faut vraiment être deux, au moins deux. Merci de votre accueil en tous les cas. Merci beaucoup. D'ailleurs, nous partageons la conviction, Monsieur Fabre, qu'un dialogue social de qualité, ça constitue l'un des principaux leviers de performance durable et responsable de l'entreprise. Cette proposition d'ailleurs d'innovation que vous nous avez présentée avec Pierre, c'est en parfait accord avec la philosophie d'ensemble de cette motion d'orientation. Et c'est pourquoi d'ailleurs je vous invite, vous les congressistes, à l'accueillir favorablement. Alors en conclusion de cette présentation, parce que nous sommes très en retard il paraît, mais c'est les intervenants qui ont été longs. En conclusion de cette présentation, je veux vous inviter tout simplement à réfléchir aux conséquences sur nos organisations et sur notre organisation des droits nouveaux que nous voulons conquérir pour l'ensemble de nos concitoyens. La concrétisation progressive de chacun de ces axes de cette motion, elle va conduire à terme à la réalisation du statut du travailleur, tel que formulé il y a déjà, rappelez-vous, plus de 10 ans par la CFTC. Au cœur d'ailleurs de ce nouveau statut, des droits attachés à la personne, afin de répondre à la problématique de parcours professionnel de plus en plus haché, et on en a parlé, afin également de faciliter et vivre autant que possible les mobilités choisies. Ces parcours, ces mobilités concernent aussi nos adhérents et nos militants, bien évidemment. Aujourd'hui et plus encore demain, un adhérent CFTC, tout au long de son parcours professionnel, mais aussi syndical, il va multiplier les appartenances, il va changer de statut, il va passer de salarié à travailleur indépendant, chauffeur, livreur, demandeur d'emploi, en formation, engagement citoyen auprès des ONG. Il changera également de secteur d'activité et de territoire. Comment dès lors on peut garantir une continuité de service CFTC par-delà nos diversités, de nos syndicats, de nos structures auxquelles on se rattachera, auxquelles notre adhérent sera rattaché, notre adhérent un petit peu nomade. Comment, en d'autres termes, et on l'a déjà dit, et Philippe, tu l'as dit ce matin, attacher le syndicalisme à la personne et non plus l'inverse. Ce questionnement, il s'inscrit aussi dans un contexte dans lequel nos concitoyens, les travailleurs que nous représentons, aspirent à prendre une part plus active au débat et aux changements qui les percutent. Nous pouvons que nous en réjouir. On n'a pas de souci avec ça, c'est même la preuve d'une bonne santé démocratique. C'est une manière d'ailleurs de penser et d'organiser l'action collective qui a fait ses preuves depuis 100 ans. On n'a pas de souci avec la démocratie délibérative, on doit se nourrir. On voit que les concitoyens, à travers les Gilets jaunes, dans nos entreprises, ont envie de participer. On ne doit pas opposer, on ne doit pas avoir peur de ça, on doit se nourrir de ça. Il y a une richesse à l'épuiser là-dedans. Même si après nous, en tant qu'organisation syndicale, on doit pouvoir garder à notre main la démocratie délibérative, parce que nous, on sait, au bout d'un moment, avec l'expérience, la compétence, on sait prendre la décision finale. Et c'est les organisations syndicales, c'est nous, la CFTC, qui devons savoir prendre cette décision, mais en se nourrissant de plus en plus de la base des salariés, des concitoyens, et c'est ça qui est important. Nous devons aussi continuer à interroger nos pratiques, notre façon d'agir entre nous, nous ouvrir aux autres. On parle depuis 4 ans maintenant d'un monde qui est en bouleversement. Si le monde il est en bouleversement, mes amis, nous aussi on doit un peu s'interroger sur notre fonctionnement syndical, quoi. Alors la motion d'organisation qui va vous être présentée là dans quelques instants, même d'ailleurs tout de suite, elle est tout entière nourrie de cette interrogation justement, qui est aussi notre ambition. Merci à tous. Attends.